Bonsoir à tout le monde. Merci de poser vos questions sur l'encart questions et réponses pour toutes les questions que vous entendrez là suite à la présentation. Et si vous avez des petits problèmes de son ou technique, c'est uniquement dans le chat. Donc les questions-réponses, c'est vraiment sur l'encart avec le point d'interrogation. Et je vais laisser Manuel présenter nos orateurs. Bonsoir à tous. Alors, est-ce qu'on voit apparaître les gens? Ça y est, les gens se connectent. OK. Donc, bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de la Société française du cancer. Un webinaire un peu particulier qui suit un autre qu'on avait organisé à l'automne dernier autour des appels à projets, des appels à projets les plus importants pour nous dans le domaine de l'oncologie. Cette fois-ci sur les PHRC, les PHRC-K, si on veut être précis, pour la cancérologie. Alors, pour le rappeler, donc, on va le voir dans les prochaines diapositives, mais donc, le PHRC est d'orientation plutôt clinique, tandis que ceux qu'on avait discutés il y a plusieurs mois, donc, étaient PRTK, donc, qui étaient sur le translationnel. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez revisionner ce webinaire sur les PRTK sur la chaîne YouTube de la SLC et que ce webinaire sur les PHRC qui a lieu aujourd'hui pourra être visionné également sur le site de la SLC d'ailleurs, mais surtout sur la chaîne YouTube dans quelques jours, le temps que ça soit monté et tout ce qui s'ensuit. Je tiens à remercier chaleureusement l'INCa d'avoir accepté de faire ce webinaire. Ça nous semblait important parce que le PHAC est un moment important, en tout cas dans l'année pour nous, avec beaucoup de questions. C'est-à-dire que beaucoup de questions, beaucoup de choses qui se disent, d'astuces qui se disent, de vraies ou fausses, personne ne le sait. De ceux qui vous disent, écoute, j'en ai déjà eu plein de PHRC, je sais comment il faut faire pour les obtenir, de ceux qui disent, je crois que cette année, ils ont changé un peu d'objectif et d'ambiance, je pense qu'il vaut mieux construire comme ça pour l'avoir. Et là, il nous semblait important d'avoir en direct ceux qui s'en occupent pour nous expliquer clairement les objectifs du PHRC, même si on peut le lire dans l'appel à projet, mais de l'entendre, c'est autre chose, c'est une autre dimension, et de voir quels sont les objectifs, effectivement, pour y répondre le mieux, et surtout aussi pour nous, pour structurer au mieux nos questions, en fait. Tout simplement, c'est ça qui va nous aider aussi à avoir des questions. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Droyer, qui est responsable du département de recherche clinique à l'ACA, et Malik Zibouche, qui est responsable de projet, en particulier autour des PHRC. Et encore une fois, je les remercie chaleureusement. La présentation sera relativement courte, puisque c'est à peu près une demi-heure, ce qui peut laisser du temps pour discuter et pour poser, pour répondre à vos questions. Donc, on a prévu une demi-heure de questions-réponses si on a besoin d'aller jusqu'au bout d'une demi-heure de questions-réponses. N'hésitez surtout pas à les mettre sur le chat, n'importe quelle question, même des questions qui peuvent vous sembler bêtes, des trucs que vous avez entendus, de savoir si c'est vrai ou pas, n'hésitez pas. Et même éventuellement à lever la main à la fin de la présentation ou en cours présentation et vous pourrez prendre la parole à la fin. On ne s'interrompra pas pendant la présentation, mais à la fin, on les accumulera et on pourra les poser et discuter. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse la parole à tous les deux, Malik et Caroline. Merci encore. Merci beaucoup Manuel. Bonjour à tous. Donc, je suis Caroline Droyer, responsable du département de recherche clinique à l'INCa. Et on va faire cette présentation à deux avec Malik, qui est le responsable de ce programme PHRCK. Donc, l'objectif est de vous présenter à la fois le programme, le recontextualiser dans le cadre des différents appels à projets qui sont pilotés par l'Institut national du cancer et vous présenter les manières d'évaluer et de suivre ce programme. Malik, tu peux passer à la slide suivante. Donc, juste pour vous faire un bref rappel de l'Institut national du cancer, puisque c'est l'agence sanitaire d'expertise et d'évaluation scientifique de l'État sur la cancérologie. Donc, l'agence pilote la stratégie décennale de lutte contre les cancers dans toutes ses dimensions, que ce soit la prévention, le dépistage, le parcours de soins, mais également la recherche et la communication. Donc, au niveau financier, nous coordonnons 18 programmes de recherche par an.
Ça fait en moyenne 185 projets financés, avec à la fois des programmes libres, mais également des programmes plus thématiques et également des programmes de structuration. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous avez besoin de l'ensemble de ces éléments, sachez qu'ils seront disponibles dans le rapport scientifique que vous pouvez télécharger sur le site de l'Institut national du cancer. Donc, nous avons environ 121 millions d'euros par an qui sont inscrits dans les programmes de recherche, avec 22 millions d'euros qui sont consacrés à la recherche clinique. 22% qui sont consacrés à la recherche clinique, c'est le PHRCK, qui est géré par l'Institut national du cancer et qui a représenté de l'ordre de 27 millions d'euros. Cet argent est financé, comme vous le savez, par la DGOS. Tu peux passer à la session suivante, Malik. Donc, les grands programmes de recherche libre s'intègrent de manière coordonnée entre les appels à projets de recherche fondamentale, le PLBio, vers une application plus clinique. Donc, vous avez entendu parler du PRTK comme vous l'a présenté Manuel. Et aujourd'hui, l'objet de ce webinaire est de vous présenter le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie, qui a pour objectif à la fois de mesurer l'efficacité des technologies de santé, mais également évaluer la sécurité, la tolérance et la faisabilité de l'utilisation des technologies de santé chez l'homme. Donc vraiment, l'objectif est de modifier directement la prise en charge des patients et on essaye d'avoir un continuum de recherche vraiment des aspects les plus fondamentaux jusqu'aux aspects les plus cliniques, voire également les programmes de recherche en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique. Si vous avez besoin des éléments complémentaires, on pourra éventuellement répondre à vos questions à ce niveau-là. Et je vais laisser Malik entrer plus dans le dur du sujet sur la présentation du PHRCK. Merci Caroline, merci Manuel pour l'introduction. Alors, je vais vous présenter le programme hospitalier de recherche clinique. Le but, c'est de vous faire une présentation. Alors, il y a des documents qui sont disponibles sur le site de l'INCa, sur les orientations, sur la démarche à suivre. Mais le but, c'est de vous présenter un peu la manière dont on procède, parce que, comme a dit Manuel, en fait, en croisant des porteurs de projets, des personnes qui ont soumis des projets au PHRC, on entend un peu des choses qui sont... le but, c'est de démystifier la chose, de dire comment ça se passe en toute transparence pour que vous puissiez préparer vos projets, les soumettre et qu'ils soient financés. Alors, on a une enveloppe qui est de financement, donc on se tient à cette enveloppe de financement. On ne peut pas financer tous les projets, mais le but, c'est que vous construisiez votre projet pour qu'il puisse au mieux s'intégrer dans notre programme et dans nos orientations pour qu'il puisse être sélectionné et que vous puissiez démarrer le projet. Le but final, le but ultime, c'est qu'il y ait une prise en charge des patients a posteriori, une fois que les résultats seront obtenus. Donc, le programme, excusez-moi, juste retirer le partage d'écran. Voilà. Donc, le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie, on va l'appeler PHRCK pendant toute la présentation. C'est un programme qui est opéré et piloté par l'Institut national du cancer, mais qui a une spécificité qui est financée par la DGOS. Donc, il obéit à certaines règles de financement qui sont, on va dire, définies par la DGOS, auxquelles on doit se tenir. Et après, nous, on est libre de tout le processus de sélection et de financement des projets. Donc, les deux opérateurs de l'État, donc la DGOS au ministère de la Santé et l'INCa, sont les deux programmateurs de ce programme. C'est le principal programme de soutien et de financement public pour les projets académiques
de recherche clinique en cancérologie en France. L'objectif, comme a dit Caroline, est de modifier directement la prise en charge des patients. On a un budget annuel autour de 27 millions d'euros. Dans cette enveloppe de 27 millions d'euros, nous avons obtenu depuis 2021 5 millions qui sont alloués à des projets de désescalade thérapeutique dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer. Juste la définition que je viens de vous donner, hein, le but, les objectifs des projets qu'on veut financer et qu'on finance, c'est l'évaluation de l'efficacité des technologies de santé en oncologie, l'évaluation de la sécurité, de la tolérance ou de la faisabilité de l'utilisation de technologies de santé chez l'humain. Et tout cela doit produire des résultats applicables directement à la prise en charge des patients. Les thématiques qui sont éligibles pour le PHRCK, il y a, alors on va dire, 4 grands axes de thématiques. Il y a les thématiques qui sont définies comme étant prioritaires par l'INCa et par le ministère de la Santé. Parmi elles, les essais des escalades thérapeutiques dans le cadre de la stratégie décennale, mais aussi toujours dans ce cadre de la stratégie décennale, les cancers, les projets portant sur les cancers de mauvais pronostic, dans un autre axe aussi, les projets portant sur l'oncogériatrie et sur l'oncopédiatrie. Une autre thématique éligible sont les approches innovantes dans les projets. Donc, la modification de comportement et les préventions des risques de cancer sont aussi des thématiques qui sont éligibles. Il n'y a pas que le traitement, mais aussi la prévention. Les projets d'essais de prévention peuvent être éligibles au PHRCK. Les technologies innovantes pour les thérapeutiques et les diagnostics. On peut, par exemple, en citer la theranostique, hein, ça peut être une thématique qui est éligible. Les associations thérapeutiques, les essais industriels, des fois, portent sur une seule molécule. La qualité de vie et le parcours du soin du patient. Donc, l'évaluation de la qualité de vie, les soins de support et la réduction des séquelles, toujours dans le cadre de la stratégie décennale. Et enfin, la mesure d'impact et la validation avec comme objectif l'augmentation de la survie des patients, les projets qui ont pour viser l'augmentation de la survie des patients. Les méta-analyses sont aussi éligibles, donc méta-analyses sur les stratégies thérapeutiques et enfin la validation clinique de nouvelles approches dans les essais cliniques. Et juste pour vous donner un ordre d'idée sur le calendrier, hein, on a eu au cours des rencontres des discussions sur le calendrier. Le calendrier peut paraître un peu lent, mais il obéit à des contraintes. Alors des contraintes institutionnelles, vu qu'il doit être coordonné avec la DGOS et les appels à projets de la DGOS. Et je vous donne par exemple le calendrier du programme 2024-2025 sur lequel on est. Alors, l'ouverture de la soumission des projets s'est faite au mois de juillet 2024 avec une deadline de soumission qui était au 4 octobre pour les lettres d'intention. Donc voilà, il y a eu toute la partie rédaction par les porteurs de projets et soumission fixée en octobre. Et puis après, on passe en période d'évaluation. Donc tous les dossiers qu'on reçoit, on les soumet à un comité d'évaluation scientifique dont on parlera juste après. Chaque projet sera évalué par 2 ou 3 rapporteurs du comité qui vont rendre les évaluations. On fait on compile toutes les évaluations et on les réunit en comité plénière en décembre. Donc c'était en décembre où des lettres d'intention étaient sélectionnées. À partir du mois de janvier, les projets étaient à
resoumettre, donc les projets finaux pour les intentions sélectionnées. Et la deadline était fixée au 12 mars. Et puis après, on passe en période d'évaluation. Cette évaluation peut paraître un peu longue, mais on va voir après parce qu'elle obéit à des critères d'évaluation. Et puis après, on aura un comité plénière qui aura lieu au début du mois de juin prochain, donc dans quelques jours. Et les résultats seront publiés à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet en fonction des validations par l'INCa et par la DGOS. Donc, comme je vous ai dit, les projets sont évalués par un comité d'évaluation scientifique. Cette année, le comité est composé de 43 membres. C'est un comité qui est dédié entièrement au PHRCK. Il est composé de chercheurs et de cliniciens de toute l'Europe. C'est 43 membres de toutes spécialités confondues. On a 28 membres européens non français et 15 membres français. La liste qui composent le comité est publiée en même temps que les résultats. Donc, vous saurez qui potentiellement vous a évalué après que les résultats soient publiés. Et tous les membres du comité ont une obligation de déclarer tout potentiel lien d'intérêt ou conflit d'intérêt sur des publications communes récentes, des collaborations en cours ou une compétition directe. Il y a une deuxième évaluation qui est faite des projets, c'est uniquement en phase projet. Cette évaluation est faite par des experts externes qui ne participent pas au comité et leur évaluation sert d'appui pour l'évaluation par les membres du comité pour la phase projet. Donc, pour vous montrer un peu le processus d'évaluation, donc une fois qu'on reçoit toutes les lettres d'intention, on vérifie l'éligibilité des projets qu'on reçoit. Je ne pense pas qu'on a déclaré cette année ou l'année dernière des projets non éligibles à l'appel à projet. Voilà, il y a les critères d'évaluation généralement sont respectés ils sont connus pardon, les critères d'éligibilité sont connus par les porteurs de projets, par les structures qui soumettent les projets. Et puis, les lettres d'intention sont assignées à 2 rapporteurs, parfois 3, du comité scientifique, qui font une évaluation et qui, après, on discute pendant la plénière au comité LI au mois de décembre. Et une fois que tous les projets sont évalués et les résultats publiés pour les lettres d'intention, tout le monde reçoit son évaluation en retour, qu'elle soit positive ou négative. Toutes les évaluations sont envoyées aux porteurs de projets. Donc, dans la deuxième phase, une fois que tous les projets qui ont été présélectionnés sont reçus, ils sont assignés à 3 experts externes, donc dont 2 experts médicaux et un expert méthodologiste qui feront une évaluation. Ces évaluations sont transmises aux membres du comité où 2 rapporteurs évalueront les expertises externes et feront leur propre rapport pour chaque projet. Les rapports sont discutés par le comité scientifique en plénière. Les projets sont sélectionnés et tous les projets reçoivent en retour un rapport d'évaluation du projet complet. Quelques petits points sur les lettres d'intention, hein, les points sur lesquels il faut vraiment faire attention quand on écrit son projet, quand on rédige son projet. Il faut mettre toutes les équipes participantes pour montrer que le projet est faisable. Il faut que, voilà, c'est pas juste mettre 2-3 groupes avec lesquels on s'entend bien et puis non, il faut vraiment que dès le départ au niveau de la lettre d'intention, qu'il y ait déjà une faisabilité du projet avec des équipes participantes qui sont déjà identifiées et qui vont donner de la force et du potentiel d'inclusion et de faisabilité pour votre projet. Dans les orientations de l'INCa pour le PHRC, nous souhaitons vraiment l'implication de groupes coopérateurs qui sont labellisés par l'INCa parce que c'est des groupes qui ont savoir-faire et qui ont une expertise scientifique et clinique pour mener des projets de recherche clinique. Donc,
Il faut aussi ne pas négliger la liste des publications qui justifient le projet. C'est pas juste parce que alors cette liste-là sert pour le rapporteur, hein, déjà dans un premier temps pour qu'il puisse aller faire sa propre biblio, ne pas juste utiliser vos références parce qu'il n'est pas forcément spécialiste de votre sujet, mais qu'il puisse aller faire sa propre biblio avant d'évaluer votre projet. Ça nous sert nous aussi à faire la biblio pour pouvoir vraiment comprendre votre projet et puis bien l'assigner. Euh, il faut décrire le projet. Donc, au niveau de la lettre d'intention, une lettre d'intention, c'est déjà une description de projet. Quel est le background, quels sont les objectifs, quelles sont les hypothèses, quel est l'impact qu'aura ce projet, quelle est la relevance par rapport à l'état actuel de la science. Vous avez la possibilité d'insérer des figures, des flowcharts, des tableaux de résultats euh, qui sont même, on va dire, je ne veux pas dire préliminaires parce que ça ne s'applique pas pour le PHRC, parce que le projet doit démarrer, mais voilà, des résultats qui ne sont pas forcément publiés dans d'autres, qui proviennent d'autres études, hein, qui ne sont pas encore terminées, pour montrer que ce projet-là est en continuité d'un projet qui existe déjà et qu'il est nécessaire de le faire pour apporter des réponses complémentaires ou supplémentaires à une réponse qui est déjà en cours euh, en cours sur un autre projet. Comme je vous avais parlé donc, de la liste des équipes participantes, il faut aussi présenter une faisabilité du projet. Aujourd'hui, la faisabilité, c'est juste une description. Euh, il y a peut-être quelque chose qui va apparaître dans la prochaine note de la DGOS. Je ne veux pas trop m'avancer, mais il y aura une demande, ça sera explicitement demandé qu'il y ait une faisabilité au niveau de la lettre d'intention qui soit menée, pas une faisabilité poussée avec beaucoup des mois et des mois d'enquête, hein, mais que voilà, de montrer que le projet est faisable d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue niveau prévision d'inclusion. Comment on sait qu'il y a ce potentiel d'inclusion dans les équipes participantes qu'on a nommées dans notre projet. C'est pas juste à la louche, mais de dire, voilà, au niveau des centres, les centres référents ont un potentiel d'inclusion, il va tant de patients par an, et puis dans ce temps de patients par an, il y a un taux d'acceptabilité pour ce centre-là, pour tous les projets qu'ils mènent, qui est de 20%, 30%, 40% en fonction des projets qui sont menés. Donc voilà, il faut vraiment justifier la méthodologie et le nombre de patients, même déjà au niveau de la lettre d'intention, parce que au vu du nombre de projets qu'on reçoit, il faut se démarquer. C'est un peu, on va dire, le mot-clé qu'on utilisera. Hein. Il faut, tous les projets sont bons, mais il faut se démarquer. Il faut démarquer son projet, prêter attention à tous les petits points. Si c'est une deuxième soumission, donc si vous avez déjà soumis l'année d'avant ou la campagne encore avant, et que vous avez des remarques des reviewers, les membres du comité ne sont pas renouvelés totalement chaque année. Il y a un certain pourcentage qui est renouvelé et des membres restent 4 ans dans le comité. Donc, vous avez de fortes chances que votre projet qui a déjà été évalué par professeur X sera réévalué par professeur X, qui, si vous a fait des remarques, s'en souviendra. Donc, il vaut mieux répondre aux commentaires des reviewers de l'année précédente parce que on ne peut pas juste ignorer. Alors, je le dis, hein, c'est quelque chose qui paraît tout à fait normal, mais j'ai vu dans des lettres d'intention resoumises où ils n'ont pas fait mention des commentaires qui ont été faits, et puis le rapporteur a dit, en fait, voilà, j'ai fait des commentaires l'année dernière, ça n'a pas été pris en compte, donc je vais refaire les mêmes commentaires. Je vais pas changer d'avis. Le but, c'est pas de faire changer d'avis le rapporteur, mais de répondre euh, ces interrogations, ces inquiétudes de faisabilité. Donc, le but, c'est vraiment de défendre votre projet par les réponses au rapporteur si c'est une deuxième soumission de l'aide d'intention. Il y a des places complémentaires qui sont obligatoires. On a instauré cette année un synopsis à la phase projet. Euh, je vais vous expliquer pourquoi on l'a instauré. Et cette année, on va instaurer au niveau de la lettre d'intention
une espèce de mini-synopsis, un pré-synopsis du projet, parce que tous les rapporteurs n'étudient pas votre projet. Avant, on leur soumettait un résumé. Les résumés sont en fonction des projets, des fois faits très courts, 5 lignes, des fois c'est 40 lignes. Donc, on a décidé d'harmoniser à la demande du comité, de dire en phase de lettre d'intention, on veut un pré-synopsis avec un format de synopsis en disant objectif principal, nombre de patients, avec voilà des critères bien définis, bien spécifiques pour que lors de la discussion au niveau du comité, le rapporteur fait son rapport, mais tous les membres ont accès au pré-synopsis pour pouvoir aussi donner un avis s'ils ne sont pas d'accord avec le rapporteur et qu'il puisse y avoir une discussion sur les projets. Un deuxième point qui est aussi important, si votre projet requiert l'utilisation d'un traitement qui est fourni par un industriel et qui n'est pas utilisé, par exemple, en soins courants, à la phase de lettre d'intention, la lettre de soutien de l'industriel est obligatoire. S'il n'y a pas de soutien industriel, en fait, on peut monter des projets, mais si on n'a pas la molécule, ça sert à rien de monter le projet et que le projet soit financé parce qu'on n'aura pas la molécule après. Donc déjà, la lettre d'intention, la lettre de soutien de l'industriel est obligatoire. Alors, elle est obligatoire si un soutien industriel est mentionné. Si il n'y a pas de soutien, s'il n'y a pas de, on va dire, si la molécule est fournie via un circuit de traitement classique via les pharmacies, il n'y a pas besoin de cette lettre de soutien. Mais si c'est un traitement qui coûte cher et qui n'est pas remboursé, forcément, il y aura besoin de cette lettre de soutien. On a besoin aussi des lettres de soutien et de labellisation par les groupes coopérateurs et en particulier, alors tous les groupes coopérateurs sont éligibles au PHRC. Les groupes coopérateurs labellisés par l'INCa sont très appréciés, très attendus pour les PHRC, mais il faut une lettre de soutien. Une lettre de soutien, ça veut dire que le projet a été discuté par le groupe coopérateur et qu'il donne son soutien plein au projet. C'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe coopérateur qu'on a forcément le label. Le groupe peut dire le projet peut se faire, mais sans notre label. Vous avez le droit de le soumettre, mais vous ne pouvez pas mentionner le soutien de ce groupe coopérateur. En passant à la phase projet, une fois que le projet est sélectionné, donc la lettre d'intention est sélectionnée, en passant à la phase projet, je vais essayer d'accélérer un peu, parce qu'il reste encore beaucoup de slides, mais c'est très important d'insister sur cette partie-là. On vous demande un synopsis, et là, il faut décrire le projet de recherche, ses limites, un protocole qui est déjà prêt à l'emploi. Donc, avec toujours background, objectif, les hypothèses, l'impact, la relevance, les ressources, la méthodologie, et puis après, le comité va expertiser les compétences du PI et des équipes associées. Donc, on vous demande la liste des publications et des CV de tous les PI qui sont impliqués. Une demande budgétaire qui est détaillée, c'est très important. Il y a si vous ne savez pas comment, alors je vous renverrai sur le site de la DGOS. Ils ont mis en place une FAQ, comment compléter la grille budgétaire. La spécificité pour le PHRCK, c'est que la grille budgétaire qu'on vous demande doit être complétée en français et en anglais, parce que les évaluateurs qui sont étrangers doivent aussi évaluer cette grille budgétaire. Donc, faites très attention à votre grille budgétaire au coût que vous mettez. Et puis, la réponse aux reviewers de la phase LI, parce que généralement, c'est les mêmes reviewers qui vont revoir votre projet en phase projet. Une fois les projets... Pardon? Non, c'est bon. Donc, pour vous dire, l'évaluation se fait selon une grille qui respecte 6 points d'évaluation. Donc, l'adéquation du projet avec les objectifs et les orientations du PHRC,
la qualité scientifique du projet, donc originalité, pertinence, compétitivité, la qualité des équipes participantes, donc les compétences, la compétitivité et la qualité, la rigueur méthodologique et l'adéquation des technologies envisagées, la pertinence de la demande budgétaire et l'impact scientifique et clinique du projet. Chaque point est évalué en sous-points. Je ne vais pas détailler les sous-points, mais chaque point va avoir une note. Et au final, il y aura une note globale. Chaque point aura une note, donc A+, A, B, C, D, ou non applicable, en cas où c'est non applicable. Et la somme de toutes les notes vous donnera la note finale du rapporteur, et c'est ce qui sera discuté. On a très peu de D, donc voilà, ou quasiment pas. Les C, pareil, hein, très peu, quasiment pas. Tous les projets sont bons, très bons, exceptionnels. Donc, comme je vous ai dit, pour faire la différence, il faut être exceptionnel et avoir un A+, 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 de tout le monde, hein, que ce soit des membres du comité, des experts externes, pour pouvoir être sélectionné et financé. Pourquoi? Je vous donne juste quelques chiffres sur le nombre de projets soumis et le nombre de projets financés. L'année dernière, on avait reçu 133 projets et sur les 133, on en a retenu 75 en LI et 74 projets ont été soumis. Sur les 74 évalués, 27 ont été financés, ce qui fait un taux de sélection final qui est à 30% et un taux de sélection au niveau des projets qui est à 36%. Cette année, on a reçu 185 lettres d'intention. Donc, il y a beaucoup plus de lettres d'intention. On a pu en sélectionner 77, 75 ont été soumis et sont en cours d'évaluation. Donc, le taux de sélection cette année sera beaucoup plus bas que l'année précédente, parce qu'on part de 180 lettres d'intention, 185 lettres d'intention. Et donc, pour faire la différence, pour être parmi les 27-30 projets qui sont financés, il faut être outstanding, donc parmi les meilleurs. Tous les projets sont bons, mais il faut faire la petite différence pour être financé. Je vais vous montrer juste rapidement, hein, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'on n'aura pas trop de temps, le suivi des projets qui sont financés. Donc, c'est le financement du PHRC, c'est un financement qui est basé sur des jalons. Donc, une fois que le projet est sélectionné au niveau de l'appel à projet, il y a 15% du financement qui est versé, alors plafonné à 50 000 euros. Pour pouvoir démarrer la rédaction du protocole et les soumissions réglementaires. Une fois que toutes les autorisations réglementaires sont obtenues, vous pouvez demander le versement de la tranche 2 du financement. Les inclusions commencent. Quand on atteint 50% des inclusions dans le projet, on a droit au versement de la tranche 3 du projet. Et puis, une fois que toutes les inclusions sont terminées, que le suivi de tous les patients est terminé, c'est très important. C'est pas que les inclusions, mais c'est le suivi de tous les patients est terminé. Vous avez le droit au versement de la tranche 4. Et une fois que toutes les analyses de données sont effectuées et qu'un manuscrit est soumis à un comité, à une revue, à un comité de lecture, en peer review, vous avez le droit de demander à la dernière tranche de financement, qui est la tranche 5. En quelques chiffres, le financement du PHRCK sur les dernières années, on voit qu'en fait, depuis 2011 jusqu'à 2021, il y avait une enveloppe d'à peu près 21-22 millions d'euros qui étaient alloués au PHRCK. Et puis, on a obtenu les 5 millions de la désescalade thérapeutique depuis 2022. Et donc, ça nous a permis d'augmenter cette enveloppe. Cependant, le nombre de projets sélectionnés a diminué au cours des années. C'est dû au fait que le coût moyen par projet a triplé. C'est normal, hein, c'est les coûts de la recherche clinique qui ont augmenté et c'est les coûts de la qualité qui ont augmenté. Donc, on est passé, voilà, c'est passé de 330 000 euros
par projet à 950 000 euros par projet en moyenne, donc ce qui explique cette baisse du nombre de projets financés. Juste une petite overview sur le type, sur les disciplines qui sont financées par le PHRCK. Alors, on trouve beaucoup dans le COMED, les projets qui sont en oncologie médicale peuvent être aussi tagués par une autre spécialité. Beaucoup de projets en oncologie médicale, des projets en chirurgie, en radiothérapie, en oncohémato, en imagerie, de la pédiatrie, des soins de support, de la génomique et biologie moléculaire, de l'oncogériatrie, de l'anatomopathologie et de la pharmacologie. Sur les types de cancers et les organes qui sont financés, c'est assez large. On voit que bon, il y a beaucoup de cancers gastro-intestinaux, mais il y a la petite astérix qui dit que ça inclut le colorectum, le système digestif, le foie et le pancréas. Donc, ça revient à peu près au même niveau de financement que les autres types de cancers. Pour l'hémato, pareil, ça inclut les leucémies, les lymphomes et les myélomes. Donc, en moyenne, en fait, les différents cancers qui sont financés, c'est réparti de manière à peu près homogène, on va dire. Un petit mot sur la désescalade thérapeutique. Comme je vous ai dit, on a une petite enveloppe de 5 millions qui a été ajoutée à l'enveloppe du PHRC. En 2021, 7 projets de désescalade thérapeutique ont été financés. En 2022, 14 projets de désescalade thérapeutique. Et l'année dernière, 8 projets de désescalade thérapeutique ont été financés, ce qui représente à peu près un quart des projets financés au total. Je vais peut-être passer rapidement sur les publications. Ce qui est attendu par le PHRCK, c'est les publications. Juste un petit mot, on a des publications alors qu'on a pu identifier, c'est pas toutes les publications qui sont faites par les PHRC, mais c'est les publications qu'on a identifiées. Un certain nombre des publications principales ont été publiées dans des journaux de haut impact factor et les autres sont quand même dans des impact factors qui sont, on va dire, très, très raisonnables. Je pense qu'on va pas trop s'attarder parce qu'au vu du temps et qu'on puisse prendre les discussions et les questions et discuter, on passera sur cette dernière diapo. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse mes coordonnées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Des fois, je ne peux pas répondre immédiatement à votre mail, mais j'essaie de prendre le temps d'y répondre dès que possible. Merci beaucoup, Malik. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, le temps qu'on commence la discussion, ou à lever la main si vous préférez la poser directement. Sophie, on pourra poser directement si jamais des mains levées. Oui, bien sûr. Oui, on n'est pas bloqué. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. J'ai noté plein de choses pêle-mêle, donc je vais essayer de les réorganiser. Le coût moyen. Le coût moyen, c'était une des questions que j'avais a priori déjà avant. Et donc, tu nous as montré que c'est passé de 340 000 à 950 000, ce qui est vraiment énorme en une dizaine d'années. Je présume que c'est pas une courbe de Gauss. Je présume qu'il doit y avoir une grosse diversité entre des gros essais cliniques de phase 3 qui ont besoin de beaucoup d'argent versus peut-être des choses plus petites. Est-ce que, la question que je me suis posée quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire l'essai clinique le moins cher possible et peut-être que comme ça, je vais réussir à me faufiler où ils se diront, oh, il y a un résidu, on va rajouter cet essai clinique-là, même s'il est que A et pas A+. Est-ce que ça peut être une stratégie de se dire, si on a un petit essai clinique pas cher, on a des chances de réussir à se faufiler comme ça? Alors, je pense pas, parce qu'en fait, il y a aussi des essais cliniques pas chers qui sont A+, donc ils seront sélectionnés en priorité. Je pense pas que ça soit la meilleure stratégie. En fait, la meilleure stratégie, c'est de se dire, en fait, il faut que j'évalue un coût pour un essai académique. C'est le but, c'est que c'est un essai académique.
euh, mais non plus sans le mettre en difficulté, parce que on peut demander, on peut se dire, je demande 300, 400 000, 500 000 euros pour un essai, je peux me faufiler, mais en fait, ils vont voir tout ce qui est demandé dans cet essai. Ils vont se dire, oui, mais si on le finance, si on le sélectionne, au bout de 3 ans, il sera en difficulté, il pourra pas aller jusqu'au bout, ça sera du gaspillage Mm. d'argent public. Donc, c'est un peu le but, c'est d'être honnête, de pas Mhm. surenchérir, mais ne pas non plus sous-estimer pour pas se retrouver en difficulté. Rien n'empêche d'obtenir un financement. Il y a beaucoup de projets qui sont financés par le PHRC, qui, on va dire, font un premier projet qui est soumis, qui apporte des réponses. Et en fait, une fois qu'ils sont financés, qu'ils ont démarré, ils montrent que le projet tourne, ils vont vers les industriels pour que les industriels leur complètent une Complète. enveloppe et qu'ils puissent Ok. aller un peu plus loin dans leurs investigations. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire et qui n'est pas interdit. La seule Et- chose qui peut bloquer, c'est qu'il faut pas que l'industriel utilise les données issues qui sont générées, donc les données brutes, pour un enregistrement d'une molécule, une extension d'indication. La seule chose qu'il peut utiliser, c'est dans un rapport qui est remis par le promoteur, donc par l'investigateur, un rapport scientifique qui va décrire des toxicités, des choses comme ça. Mais il ne peut pas utiliser ces données-là pour aller se soumettre aux autorités, à l'ANSM, pour dire, bah, en fait, ils ont montré que on peut étendre l'indication de ce traitement dans ce sous-type de cancer. Non, en fait, il faudrait qu'il rembourse. Voilà, s'il veut utiliser les données brutes pour de la soumission, il faut que tout soit couvert par l'industriel par la suite. C'était ma question suivante, que tu es juste accroché justement derrière dans ce genre de cas de figure-là. Ça vous est déjà arrivé d'ailleurs, qu'ils aient remboursé justement pour avoir accès aux données brutes et pour avoir la soumission ou non? Alors, pas à ma connaissance, parce que je Non. pense que les promoteurs de mon expérience, en fait, il y a des choses qui sont clairement dites dès le départ, hein, en disant, voilà, nous, on veut étendre le projet, on souhaite avoir un soutien. Ce soutien vous servira pour des communications, parce qu'en fait, les communications sont sur leur traitement, donc des publications Ouais. et aussi des communications dans les congrès. Mais si vous voulez utiliser les données brutes à des fins d'enregistrement, donc on vous transfère les données, en fait, vous allez les racheter. C'est ça Et les industriels acceptent et jouent le jeu. Parce que généralement, ils complètent peut-être, ils vont abonder de moitié de ce qui est déjà prévu dans le budget ou un tiers. Mm. Pour eux, voilà, ils vont donner 300 000, 400 000 pour que le projet puisse avancer et eux puissent avoir des données qui seront utilisées publiées. Donc, ça va que leur servir, hein. Ouais. Il y a une question sur le chat de Mathilde Saint-Guilain qui demande est-ce que les projets sur les tumeurs rares ou avec peu de lignes thérapeutiques sont favorisés? Et alors, ça, c'était d'une des premières diapos sur les différentes thématiques éligibles. Et effectivement, j'ai pas vu non plus tumeurs rares. J'ai vu tumeurs de mauvais pronostic. Ah, et d'ailleurs, dans la foulée, même question aussi sur le cancer de mauvais pronostic. On a une liste officielle des cancers de mauvais pronostic qu'on connaît, qu'on peut consulter. Est-ce que ça reste stringent, limité à cette liste, ou est-ce qu'on peut aller sélectionner au sein d'une pathologie, d'un cancer qui habituellement n'est pas dans cette liste de mauvais pronostics, la population la plus à risque, et donc vouloir se faire étiqueter mauvais pronostic? Je sais pas, le côlon n'est pas dans les mauvais pronostics, mais est-ce que je peux aller chercher une forme particulière de côlon de mauvais pronostic pour espérer grappiller des points comme ça? Donc tumeur Alors, rare, et qu'est-ce que c'est que mauvais pronostic? Alors, sur les cancers de mauvais pronostic, c'est les cancers de mauvais pronostic qui sont définis sur la liste, hein, donc D'accord. voilà. Le Après, pancréas, etc. pour répondre sur les tumeurs rares, alors en fait, quand on parle d'orientation, c'est pas favorisé. En fait, voilà, c'est si on a deux projets, voilà, si on a le choix entre deux projets qui sont A+, qu'on doit choisir entre ces deux projets-là, on choisira celui qui est pour les cancers de mauvais pronostic et pour les tumeurs rares. Je ne l'ai pas mentionné, mais dans les orientations, c'est écrit dans les formes avancées, dans les tumeurs rares. Donc voilà, c'est une orientation pour dire, voilà, si on doit choisir entre deux projets qui sont équivalents au niveau évaluation, donc qui sont tous les deux A+, on favorisera celui-là. Il n'y a pas en fait un classement spécifique pour dire on commence par classer cela et après on va aux autres.
tout le monde est à la même enseigne. Il y a des orientations pour dire au comité, voilà, si vous avez à choisir, vous choisissez en fonction de l'orientation. La désescalade, les cancers de mauvais pronostic, la pédiatrie, l'oncogériatrie. Voilà, ils ont un document sur les orientations et c'est le document de l'appel à projet. Donc, tout ce qui est orientation est dans l'appel à projet. Les données sur la fin étaient très intéressantes sur combien de ce projet ont été soumis, combien ont été financés. Ça, je pense que c'est majeur pour nous, effectivement, d'avoir une idée des chances de réussite et de voir aussi que quand on a passé la lettre d'intention, c'est pas réglé loin de là. C'est la partie, on rentre dans le dur. Est-ce que tu as une idée du pourcentage d'essais cliniques qui vont jusqu'au bout? Parce que j'ai vu passer des PHRC obtenus où les essais cliniques se lancent même pas, parce que finalement, le temps que ça se construise tout ça, le field a complètement changé, et donc l'essai se lance même pas. Avez-vous une idée globalement de combien d'essais cliniques vont jusqu'à la publication, jusqu'à la fin du recrutement, au moins, la fin des inclusions? Alors, nous, aujourd'hui, en fait, sur l'enquête qu'on a faite, sur les analyses qu'on a fait, on a pu identifier 5% des projets depuis 2011, donc 5% sur les 500 et quelques projets qui ont été financés depuis 2011, pardon. Il y en a 5% qui ont été abandonnés, D'accord. euh, qui n'ont pas été jusqu'au bout. Par contre, le financement par jalon permet de prévenir on va dire, ce point-là. Donc, si le projet n'a même pas démarré, en fait, voilà, il y a un premier versement qui est capé à 50 000 euros pour pouvoir faire la rédaction, la faisabilité et les soumissions réglementaires. Si le projet ne démarre pas, on se limitera à on va dire, c'est une perte toujours, c'est une perte d'argent public, mais on limite cette perte-là. Après, voilà, il peut y avoir, on va dire, c'est la science, c'est la médecine, hein. On peut commencer le recrutement au bout de 3 ans. Il y a de nouveaux résultats qui nous disent, ben, il faut arrêter. À ce moment-là, l'IDMC va dire, il faut arrêter les inclusions. On n'ira pas jusqu'au bout. Donc, voilà, il peut y avoir des difficultés, mais il peut y avoir aussi, on va dire, euh, la partie, voilà, pour le bienfait du patient, peut-être qu'il y a des effets qui n'étaient pas attendus, donc on doit arrêter. Il y a tout cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. On n'a pas encore vraiment quantifié ça parce qu'en fait, on attend toujours. On a fait, en fait, alors, je ne devrais pas utiliser cet indicateur-là, mais on a regardé un peu les essais cliniques, c'est au bout de 10 ans qui commencent vraiment à produire et à publier et à avancer. Donc, on a des projets qui, le temps de démarrer, ils mettent 2 ans, hein. C'est la réalité, si ce n'est pas plus, 2 ans à partir de la sélection. Puis après, on a 3, 4, 5 ans de phase de recrutement, parce que des fois, c'est des patients qui sont rares, donc il faut attendre que les inclusions se fassent, où il y a un grand nombre de patients. Et puis après, on a un suivi. On peut avoir des suivis dans certains projets qui peuvent aller jusqu'à 5, 6, 7, 8 ans. Donc, au final, en fait, pour finir le suivi, on est sur 10 ans, 12 ans. Donc, Ouais, depuis 2011, voilà, les projets depuis 2011, ils sont majoritairement finis et on a à peu près un ratio de publication sur les projets de 2011, de 2012 qui est de 60-70%. d'accord. L'un des points que je retiens aussi, c'est dans les premières diapos, toutes les premières diapos, sur la philosophie des PHRC-K, c'est de modifier directement la prise en charge des patients. Ça, c'est une question qu'on se pose régulièrement en fait quand on discute de projets de PHRC. Donc, dans la philosophie, il faut qu'à la fin du PHRC, ça puisse venir changer la stratégie thérapeutique. Donc, ce qui élimine peut-être tout ce qui est phase 2 exploratoire en vue d'une future phase 3 dans le futur. Ça, on perd pas de temps, on ne soumet pas en PHRC. Alors, c'est pas que il y a certains projets qui ne pourront pas se faire sans une phase 2. Euh, alors, le comité, généralement, il ne sélectionne pas les lettres d'intention avec une phase 2 de faisabilité. En fait, quand un essai doit se faire et qu'on ne peut pas forcément faire une phase 3 parce qu'on n'a pas le pool patient disponible, c'est des tumeurs rares, ou alors il faut aller sur des projets européens ou internationaux pour avoir le nombre de patients nécessaires pour faire une phase 3, on, on va apporter la pierre à l'édifice avec une phase 2. Donc, ce genre de phase 2 peut
être soumis et peut être financé parce que on sait que on ne pourra pas le démontrer avec une phase 3, donc une phase 2 apportera des connaissances nécessaires pour faire avancer le sujet. Mais les phases 2 de faisabilité ne sont quasiment pas financées par le PHRC. Euh, euh, voilà, voilà, les phases 2 de faisabilité, les discussions qui sont dans le comité, ils disent tout de suite non, non, on ne garde pas. Et donc, pas non plus des phases 2, 3, des trucs avec un step de phase 2 et ensuite 3. Les phases 2, 3, Donc, il y a des phases 1, 2 qui ont été financées par le PHRC sur des thématiques bien spécifiques, par exemple sur de la réiradiation en SBRT. Il y a un projet de phase 1, 2 qui a été financé par le PHRC. Il y a des phases, voilà. On va pas financer une phase 2, par exemple, sur une molécule qui va être juste exploratoire sur la molécule, parce que au final, l'intérêt qui sera desservi, ça sera le patient, mais ça sera plus un intérêt industriel, et c'est à l'industriel de prendre en charge ce genre de phase 2. Dans les critères que tu as cités, beaucoup insisté sur le réseau, donc ça c'est très clair, mais donc pas de critères sur le porteur, sur le centre, quoi que ce soit. C'est vraiment l'intégration dans le réseau et le soutien du réseau qui est plus important. Alors, le centre, le porteur, si, le porteur est évalué, hein, c'est dans les notes d'évaluation, en fait, on évalue le porteur du projet. Il faut que, voilà, il faut qu'il ait un peu d'expérience. Ça ne veut pas dire que les jeunes chercheurs qui veulent se lancer ne sont pas acceptés. Les jeunes chercheurs qui veulent se lancer, ben, le but, c'est qu'ils travaillent en réseau avec les experts au niveau français pour qu'ils puissent mener leur projet. C'est ça, parce que s'il est soutenu par le groupe coopérateur, on peut imaginer que le groupe coopérateur n'a pas non plus nommé quelqu'un qui n'ait pas de confiance. On peut dire ça. Oui, c'est ça, c'est que c'est le projet qui compte et c'est pas le projet compte, l'investigateur principal compte. Voilà, c'est généralement s'il est soutenu par un réseau, c'est que il est capable de mener le projet et que le projet ira au bout. Justement, tu donnais l'exemple de la négativité que ce serait d'être jeune, mais dans des projets de recherche, par contre, de recherche fonda ou cela, ça peut être un bonus, au contraire, au niveau européen aussi en particulier. Est-ce qu'il n'y a pas cet aspect-là non plus, justement, de se dire, bah, tiens, c'est un jeune et donc on va l'aider à soutenir. À l'inverse, il n'y a pas l'inverse. Parce que là, tu Non, disais de façon un peu négative je d'être disais, jeune. Ça peut être non, je disais, l'inverse. c'est pas négatif d'être un jeune, en fait, c'est ce que je D'accord, disais. Voilà, je d'accord. disais, en fait, c'est pas négatif. Un jeune PI peut lancer son projet. Voilà, il sera pas exclu du PHRC parce qu'il est jeune. Il suffit qu'il démontre qu'il s'appuie sur un réseau et qu'il est capable de mener ce projet-là. Après, on regarde un peu son track record, est-ce qu'il a Ouais. publié dans ce domaine. On ne demande pas forcément qu'il ait des papiers en dernière hauteur. Voilà, c'est les attendus. C'est pas comme un senior. Un senior sera un peu plus, mais un jeune, on pourra lui donner sa chance, mais on va lui demander des garanties. Les garanties, c'est de Ouais, s'appuyer sur un réseau. ouais. Non, mais c'est bien, c'est pour les encourager aussi, justement, c'est bien de le souligner. N'hésitez surtout pas hein, à poser des questions, à lever la main, parce qu'il y a encore 37 personnes dans la salle qui sont là, qui peuvent poser des questions. Là, sur l'exemple de Mathilde. Euh, j'ai noté deux autres choses. Alors là, on commence à aller dans des détails comme ça, mais ça va me revenir d'autres questions. Parfois, il y a des délais quand même pour avoir le rapport. Après, je peux confondre entre PHRC et PRTK dans ma tête. Mais parfois, on a des. Donc, si je m'excuse à l'avance si ça ne concerne pas les Mhm. PHRC, on nous répond oui ou non, mais on n'a pas l'écrit l'avis des rapporteurs tout de suite, en particulier entre la lettre d'intention et la construction du projet et du dossier final. Et donc, on se demande, mais comment ça se fait qu'ils ont donné leur accord, ils ont dit oui, ils ont soutenu, mais on n'a pas encore l'écrit. Comment je construis mon dossier s'il faut que je réponde alors que je ne sais pas encore ce qu'ils vont me dire, que je aurai la réponse que dans un mois? Alors, on essaye de faire au plus vite. Hein, Bien sûr. Non, mais ça, on essaye de faire au ouais, plus vite. ouais. Les les rapports sont relus, donc on fait une relecture pour corriger des petites fautes d'orthographe. Et pour être honnête, s'il y a un commentaire qui est très négatif,
Ouais. On va pas le laisser. Le but, c'est pas, voilà, le but, c'est que le rapport soit objectif sur la partie scientifique qui serve. Sans trop m'avancer, peut-être que c'était pas intentionnel par rapport au retard, mais généralement les rapports sont rendus pas le jour des résultats parce qu'on doit faire tout un process de relecture et de validation. En fait, on se presse de donner les résultats pour que les gens commencent à travailler. Et Ouais. après, dans les semaines qui suivent, nous, pour le PHRC cette année, je crois que on a peut-être eu, je, 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 je veux pas trop m'avancer parce que peut-être que je vais dire une connerie. Soit on les a publiés le jour même, soit 3, 4 jours après. D'accord. Euh, Et le timing, c'était important, effectivement, ce que tu as montré dans une des voilà. diapos, parce que c'est l'une des questions que les investigateurs se posent. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi c'est aussi long? Bah, c'est incompressible, effectivement, comme tu l'as montré. Ça va très vite, en fait. Dès qu'il faut trouver des rapporteurs, en plus à l'étranger, qui n'ont pas de conflit d'intérêt, c'est pas trop. Il doit y avoir un paquet de monde pour réussir à trouver des rapporteurs. Ça va pas être facile. Alors, juste voilà, si on me donne juste alors on parle pas des rapporteurs, on parle aussi des experts, hein, 3 experts par projet, 75 projets, sachant que tout le monde n'accepte pas, donc on doit en contacter 7 à 8 qui doivent être bien précis parce qu'on faut pas qu'on non plus qu'on se trompe de spécialité et d'expertise. On cherche des experts 7 à 8 pour en avoir 3. Donc voilà, pour nous, ça fait du boulot, ça fait de la vidéo et c'est un temps qu'on ne peut pas compresser. Donc la sélection pour avoir une bonne qualité, c'est un temps qu'on ne peut pas compresser. Et après, il y a le temps d'évaluation, on ne va pas les presser non plus. Donc on leur laisse le temps pour qu'ils nous rendent des rapports qui soient quand même assez objectifs et pas faits à la va-vite pour que tout le monde ait on va dire, une fair chance of success. Là, j'ai épuisé tous mes petits post-it, hein. Il faut y aller pour les questions, pour la dernière minute. Sinon, Non, mais on va après, s'arrêter là. peut-être juste des petites remarques ou des petits conseils. Alors, je vois, hein, il y a des noms que je connais au niveau des personnes présentes, d'anciens collègues, des personnes avec qui j'interagis aussi sur le PHRC. Euh, les petits conseils, c'est faire attention aux détails. Peut-être une petite anecdote sur un projet qui était mais vraiment exceptionnel. Euh, En fait, ils ont soumis un draft avec du track change. Ils n'ont pas mis le montant final pour le projet. Il y avait beaucoup de track change sur le document. Et le rapporteur a dit projet très intéressant. On devrait le financer. Par contre, ils n'ont pas mis l'attention qu'il fallait en soumettant Hmm. un mauvais fichier. Donc, en fait, on a toujours la possibilité, avant de valider, on fait une soumission, on fait une vérification des documents, de toutes les informations qu'on a fait, on fait une première validation et après, on demande une deuxième validation. Donc, il faut faire attention à ces petits détails parce que au final, la lettre d'intention a été sélectionnée, mais le message a été passé au PI en disant, en fait, à la deuxième étape, en fait, la moindre petit truc, ben, en fait, on ne donnera pas la note qu'il faut parce qu'on vous a déjà donné une première chance, on vous en donnera pas une deuxième parce que ça se voit que c'est une erreur. Mais si l'erreur se répète, c'est que vous n'êtes pas assez attentionné sur votre projet et là, ça pourrait faire la différence. C'est sur des petits détails comme ça, euh, il faut soumettre, on va dire, vous avez le temps de soumettre, mais des projets qui sont soumis à 17h59 où à la fin on n'arrive pas à valider ou on a oublié un fichier. Moi personnellement, j'ai pas envie de faire l'effort de dire OK, vous avez oublié un fichier, on peut vous l'accepter le lendemain matin parce que vous l'avez oublié. Mais vous l'avez oublié, on l'a oublié si on l'avait fait à 14 heures, on l'a fait pas à 17h59. Et c'est un peu, voilà, il faut pas attendre à la dernière minute. On sait qu'il y a des documents qui arrivent à la dernière minute, mais le plus gros, il faut le faire en amont. Et à la dernière minute, bah, on soumet le dernier document qu'on attendait. Et là, on valide.
parce que voilà, c'est des La petits signature détails, du hein. directeur. Voilà, c'est des petits détails sur lesquels en fait il faut vraiment faire attention parce que ça sera pas moi. Moi, je pilote, mais c'est pas moi qui décide. Si on oublie si on met un mauvais fichier, c'est le rapporteur qui va décider, c'est pas moi. Si c'est un document d'éligibilité, c'est il y a des règles à respecter pour les appels à projets et il faut qu'on respecte l'équité. Donc, si c'est oublié, si c'est pas soumis, c'est pas soumis. On peut pas accepter quelque chose qui n'est pas soumis parce qu'on a fixé une heure. Et donc, voilà, c'est tous ces tout petits détails sur lesquels il faut faire attention pour faire la différence. Merci beaucoup. On conclut là? C'est bon? Parfait. C'est Merci bon. encore pour cette présentation. Pour finir, je vais vous montrer je vais faire de petites pubs pour le prochain webinar, si tu veux bien, Sophie. J'ai oublié la date. Voilà, le 10 juin. Ça y est, vous le voyez? Ça y est, voilà. Le 10 juin, cette fois-ci, rien à voir. Les liens, l'apport de la paléopathologie pour discuter de l'histoire du cancer, le cancer mal moderne. Je pense que si vous êtes connecté, vous avez déjà quelques infos en tête, mais ça permettra de faire un tour d'horizon sur ce qu'on sait du cancer en d'autres temps. La réponse pour les slides, oui, il y aura le replay sur YouTube et la mise à Le disposition PowerPoint. des slides et le Oui, PowerPoint. vous l'enverrez. Voilà. Merci à Merci. tous et bonne soirée. Très grand merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.